Ma femme m'a enfermé dans un garage désert après que j'ai refusé de céder l'entreprise de ma mère. Crie tout ce que tu veux. Personne ne viendra. J'ai trouvé une vieille radio de camion et j'ai appelé quelqu'un dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Quand il a répondu, j'ai presque souri, parce que ma femme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il y a certains moments dans un mariage où l'homme que vous pensiez être se révèle être un étranger. Je l'ai rencontré dans un garage désert à Raleigh, en Caroline du Nord, en février 2024. Il avait froid, était confus, debout dans l'huile de moteur et l'obscurité, les poings contre une porte d'acier verrouillée tandis que la femme qu'il avait aimée pendant 11 ans se tenait de l'autre côté, à l'écoute. Je m'appelle Benjamin Ward. J'ai 44 ans. Et ma femme, la femme qui portait la bague de ma grand-mère, pour qui j'ai conduit 4 heures pour la demander en mariage au sommet de Chimney Rock, qui a pleuré à notre mariage alors que j'essayais de ne pas le faire, m'a enfermé dans un garage et a souri en le faisant. Non pas parce que je l'ai menacé, non pas parce que j'ai levé la main, non pas parce que je l'ai trahi d'une manière qui compte. Elle l'a fait parce que j'ai dit non. Et ça, comme j'allais l'apprendre au cours des 24 heures suivantes, était le seul mot que Sandra Ward avait décidé qu'elle n'accepterait plus jamais de moi. Laissez-moi vous ramener 6 semaines en arrière. Janvier 2024, Raleigh, Caroline du Nord. Ma mère, Ruth Ann Ward, est décédée le 6 janvier 2024. Elle avait 71 ans. Elle avait passé les 32 dernières années à bâtir une entreprise de fourniture florale en gros appelée Ward Bloom Supply à partir d'un local commercial loué sur Old Wake Forest Road dans le nord de Raleigh. Elle a commencé avec $4000, une camionnette réfrigérée d'occasion achetée à une vente aux enchères du comté, et un cahier à spirale rempli de contacts de fleuristes qu'elle avait collectés dans les annuaires d'églises, les panneaux communautaires et les salons professionnels du comté de Wake. Au moment de son décès, Ward Bloom Supply fournissait des fleurs fraîchement coupées, des botaniques préservées et des arrangements floraux séchés à plus de 140 fleuristes de détail, organisateurs d'événements et fournisseurs de mariages à travers le triangle. C'est-à-dire Raleigh, Durham et Chapel Hill. Elle avait 8 employés à temps plein, une flotte de 2 camionnettes de livraison réfrigérées, une unité de stockage frigorifique de taille commerciale, et une liste de clients qui se lisait comme un annuaire de mariage pour toute la région. Elle a bâti cela à partir de rien, à 40 ans avec de mauvais genoux et un organiseur en plastique rempli de cartes de visite. Je l'ai regardé faire. Je l'ai aidé à le faire les week-ends quand j'avais la vingtaine, chargeant les camionnettes, gérant les factures, conduisant des livraisons aux fleuristes de Chapel Hill pendant la cohue de Noël. J'aimais cette entreprise comme on aime quelque chose qui sent sa mère. Elle me l'a laissé à 100% dans un testament dûment exécuté, révisé et notarié en octobre 2023, à peine 3 mois avant son décès. Je ne le savais pas quand elle est morte. J'étais trop plongé dans le chagrin pour penser à la paperasse, mais Sandra savait. D'une manière ou d'une autre, elle le savait avant même que l'avocat ne m'appelle. Je n'ai pas trouvé cela suspect au début. Je pensais qu'elle me soutenait. Je pensais beaucoup de choses sur Sandra qui se sont avérées fausses. Le testament a été lu le 19 janvier 2024 dans le bureau de l'avocat de ma mère, Gérald Tate, sur Glenwood Avenue au centre-ville de Raleigh. Sandra était assise à côté de moi, sa main sur mon genou. Elle portait un blazer gris foncé. Elle avait l'air posée, prudente. Elle était trop posée pour une femme qui venait de perdre sa belle-mère 3 semaines plus tôt. Je l'ai remarqué. Je l'ai noté sans savoir pourquoi. Quand Gérald a lu le transfert de la pleine propriété de Ward Bloom Supply, y compris tous les actifs, véhicules, contrats d'inventaire, accords clients et le bail commercial sur Old Wake Forest Road, la main de Sandra s'est resserrée sur mon genou. Pas une pression, une poigne, comme si elle se stabilisait. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse pendant 7 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge, me demandant à quoi elle pensait. Puis elle a dit, nous devrions nous asseoir cette semaine et parler de l'entreprise. Bien sûr, ai-je dit. Je suis encore en train de décider ce que je veux en faire. Elle a hoché la tête. Nous devrions probablement nous y prendre le plus tôt possible. J'ai supposé qu'elle parlait de logistique. Quoi faire du bail, des employés, de l'inventaire, s'il fallait continuer à l'exploiter ou la vendre. J'avais 44 ans. Je travaillais dans l'immobilier commercial et je n'avais aucune expérience dans la gestion d'une exploitation de fournitures florales. C'étaient les questions pratiques que je pensais qu'elle soulevait. Elle ne soulevait pas de questions pratiques. La première conversation a eu lieu le mardi suivant, le 23 janvier.
Nous nous sommes assis à la table de la cuisine sur Whitaker Mill Road, la maison que nous avions achetée ensemble en 2018, et Sandra a fait glisser une seule page imprimée sur la table. C'était un projet de contrat de gestion d'entreprise. Il attribuait l'autorité opérationnelle et financière de Ward Bloom Supply à Sandra Ward, à compter de ma signature, pour une durée initiale de 5 ans. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que c'est que ça? Une solution, a-t-elle dit. Tu ne sais pas comment gérer une entreprise florale. J'ai un master en administration des affaires. Je fais du conseil financier depuis 8 ans. Je peux la reprendre là où ta mère l'a laissée et en faire quelque chose de réel. Tu gardes ton travail dans l'immobilier. Je dirige l'entreprise. Nous en profitons tous les deux. Sandra, ma mère me l'a laissée. Et tu es dépassée. Tu as dit toi-même que tu ne sais pas ce que tu veux en faire. C'est différent de te en donner le contrôle. Elle s'est penchée en arrière. Je pensais que nous étions partenaires. Nous le sommes dans notre mariage. C'est différent d'un transfert d'entreprise. Elle a souri et ce sourire était déplacé, trop étudié, trop patient. Comme si elle avait répété sa réponse à mon objection 5 fois avant de soulever le sujet. Pense-y simplement. Il n'y a pas d'urgence. Il y avait une urgence. Je ne le savais juste pas encore. Le 3 février, elle avait soulevé le sujet 4 fois de plus. Les conversations ont escaladé lentement. D'abord des appels au pragmatisme, puis des appels au partenariat, puis de douces suggestions que j'étais émotionnellement irrationnel à cause du deuil. La dernière a fait mal. Ma mère était partie depuis à peine 4 semaines. Le deuil n'obscurcissait pas mon jugement. Il le clarifiait. Le 7 février, je suis allé seul au bureau de Gérald Tate et j'ai posé 2 questions. 1. Que signifiait légalement pour moi de signer un accord d'autorité de gestion? 2. Est-ce que quelqu'un d'autre avait contacté son bureau au sujet de la succession depuis la lecture du testament? La réponse à la deuxième question m'est restée en travers de la gorge. Sandra avait appelé le bureau de Gérald le 22 janvier, la veille du jour où elle m'a montré ce contrat de gestion. Elle s'était renseignée sur les exigences légales pour transférer la propriété d'une entreprise d'un héritier unique à un conjoint. Gérald avait refusé d'en discuter sans ma présence et avait signalé la demande dans le dossier. Elle avait déplacé les pièces avant même de me montrer l'échiquier. Je n'ai pas dit à Sandra ce que j'avais appris. Je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner et je me suis assis en face d'elle à la table que nous partagions depuis 6 ans dans cette maison et j'ai réalisé que je regardais quelqu'un que je ne reconnaissais pas entièrement. Elle ne faisait pas son deuil avec moi. Elle planifiait autour de moi. La semaine suivante a été normale en surface. Elle a cessé de mentionner l'accord. Elle était chaleureuse, présente, presque apologétique dans son énergie, m'apportant du café le matin, me demandant comment je dormais. J'ai failli m'adoucir. C'était le but. Le soir du 14 février, oui, le jour de la Saint-Valentin, elle a suggéré que nous allions vérifier une propriété que je gérais dans le quartier de Brentwood, dans le nord de Raleigh, près de Durand Road. Elle a dit qu'elle avait trouvé un fleuriste par là-bas à qui elle voulait proposer Ward Bloom comme fournisseur. Elle voulait combiner cela en un rapide trajet en voiture. Elle a dit que ça pourrait être bien de sortir de la maison. Nous nous sommes arrêtés à une propriété que je connaissais, un terrain commercial vacant avec un garage détaché que le locataire précédent avait utilisé pour le stockage d'équipements. Le garage se trouvait au fond du terrain, derrière une clôture en grillage. Je gérais l'annonce. J'avais le code d'accès. Sandra le savait. Peux-tu vérifier la porte latérale? A-t-elle dit. Je veux voir si l'unité arrière vaut la peine d'être incluse dans l'annonce. Je me suis dirigé vers le garage. J'ai tapé le code. J'ai poussé la porte. Je suis entré. La porte a claqué. Je me suis retourné. La serrure s'est engagée de l'extérieur. Un cadenas, pas le clavier d'origine. Un cadenas qui n'était pas là la dernière fois que j'ai vérifié cette propriété. Elle l'avait apporté. Elle avait planifié cela. J'ai appuyé contre la porte. Sandra, ouvre la porte. Sa voix est venue de l'espace au bas de la porte. Calme comme un dimanche matin. Nous allons juste avoir une conversation. Benjamin, ouvre la porte. Dès que tu accepteras de signer l'accord, j'ouvrirai la porte. C'est une seule signature.
Cela ne te retire même pas ta propriété. Cela me donne juste l'autorité de l'exploiter. Tu m'as enfermé dans un garage. Je t'ai donné un endroit calme pour réfléchir. J'ai vérifié la poche de ma veste. Mon téléphone avait disparu. Elle l'avait subtilisé de mon manteau pendant que je conduisais. Je me souvenais maintenant. Sa main sur mon bras, un geste par-dessus la console. Mes clés de voiture étaient dans le contact. C'est elle qui avait conduit. J'étais seul dans un garage en métal à Raleigh, en Caroline du Nord, en février, sans téléphone, sans chauffage, sans autre source de lumière qu'une mince bande de ciel d'hiver pâle à travers une bouche d'aération près du toit. Je veux que vous restiez avec moi une seconde car c'est le moment qui a tout séparé. Avant le garage, j'étais un fils en deuil frustré par sa femme. Après que la porte du garage s'est verrouillée, j'étais un homme qui a finalement compris exactement qui il avait épousé. Elle n'allait pas me laisser là pour toujours. Elle allait me briser juste assez. C'était le plan. Le froid, l'obscurité, le temps, et puis je signerais tout ce qu'elle me mettrait sous le nez. Elle a sous-estimé 3 choses. Ma patience, mon entêtement, et ce vieux Ford F-150 garé contre le mur du fond de ce garage. Je me suis donné 30 secondes pour paniquer. 30. Je les ai comptés, les mains tremblantes, la mâchoire serrée, le cœur battant contre mes côtes. Puis j'ai arrêté. Pensez. Le garage mesurait environ 30 pieds sur 20. Sol en béton, mur en métal, un établi le long d'un côté avec des outils rouillés et des pots de peinture vides, une bouche d'aération au plafond trop haute et trop étroite pour y grimper. La serrure à clavier d'origine était à l'intérieur de la porte, mais le cadenas extérieur qu'elle avait ajouté avait engagé un moraillon secondaire qu'elle devait avoir installé à l'avance. J'ai vérifié le clavier d'origine quand même. Désactivé. Le fil avait été coupé et rentré derrière le panneau. Elle avait été dans ce garage avant aujourd'hui. Ce détail m'a lentement traversé l'esprit. Elle avait repéré cet endroit. Elle avait acheté un cadenas. Elle avait coupé le fil du panneau intérieur. Elle avait planifié cela depuis des jours, peut-être plus, tout en me demandant chaque matin comment je dormais et en s'assurant que mon café était chaud. 11 ans. Nous étions mariés depuis 11 ans. J'ai vérifié le périmètre. Une petite bouche d'aération près du sol, mais grillagée et bloquée par la rouille. Pas de porte secondaire. Une fenêtre en hauteur sur le mur sud, peinte de l'extérieur, probablement du temps du locataire commercial, et barrée d'une tige de fer horizontale boulonnée au cadre. Je pouvais voir la lumière à travers, mais rien d'autre. Puis j'ai remarqué le camion. Le Ford F-150 était vieux. Milieu des années 1990 à en juger par son apparence. De couleur crème, les pneus avant à plat, accumulant la poussière dans le coin arrière gauche du garage. Le locataire commercial précédent l'avait apparemment laissé derrière lui en partant. Il avait été enregistré dans les dossiers de la propriété comme un équipement abandonné, quelque chose que j'avais noté et jamais signalé au propriétaire. La cabine n'était pas verrouillée. Je suis monté dedans, principalement pour ne plus être sur le sol en béton froid. Sur la banquette, il y avait une vieille couverture de travail pliée contre la porte passager. Je l'ai passée sur mes épaules et je me suis assis là, dans l'obscurité de la cabine d'un camion mort, essayant de décider ce que j'allais faire. Elle reviendra le matin, me suis-je dit. Ou quelqu'un verra la propriété en annonce et appellera le bureau où Gérald Tate remarquera que quelque chose ne va pas. Aucune de ces solutions n'était assez rapide. C'était février, il faisait entre 40 et 49 degrés Fahrenheit à l'extérieur, plus froid à l'intérieur du garage non chauffé. Je sentais déjà le froid s'installer dans mes articulations, comme le fait le froid quand la chaleur de votre corps n'a nulle part où aller. J'ai commencé l'inventaire mental. Que savais-je? Le propriétaire vérifiait la propriété peut-être une fois par mois. Personne d'autre n'avait de clé ou de code à part moi et Sandra. Maintenant, apparemment. Mon assistant immobilier, un homme nommé Doug Patterson, remarquerait que je ne m'étais pas manifesté le matin, mais sa première supposition serait un téléphone déchargé, pas un garage fermé à clé. Mais il y avait une personne. Elle s'appelait Michelle Tatum. C'était la directrice des opérations de ma mère chez Ward Bloom Supply. 61 ans, 22 ans dans l'entreprise et l'être humain le plus pragmatique que j'ai jamais connu. Après le décès de ma mère, j'avais demandé à Rochelle de maintenir l'entreprise en activité au moins le mois pendant que je décidais des prochaines étapes.
Elle avait mes coordonnées d'urgence dans ses dossiers à l'entreprise parce que maman y avait insisté. Si jamais Benjamin ne donne plus de nouvelles, appelle Rochelle, c'est quelque chose que ma mère m'avait dit plus d'une fois. Rochelle avait aussi une ligne fixe au bureau de Ward Bloom. Pas un numéro de portable, une ligne fixe. Une vieille habitude. Ma mère l'avait gardée. S'il y avait un moyen de joindre quelqu'un depuis ce garage, ce devait être cette ligne fixe. Et c'est là que j'ai baissé les yeux sur la console centrale du Ford et que je l'ai vue. Une radio CB montée sous le tableau de bord. Vieille, poussiéreuse, débranchée de l'alimentation du tableau de bord, mais avec un combiné détachable toujours clipsé à son support et un cordon d'alimentation enroulé dans la console. Une radio CB commerciale. Ce modèle, je l'ai reconnu comme un Cobra 29 LTD. Une CB standard longue portée, courante sur les camions de travail commerciaux, fonctionnant sur une alimentation de 12 volts du véhicule. Le camion n'avait pas de puissance moteur, mais la batterie pouvait encore contenir assez de charge pour faire fonctionner la radio. J'ai pris le combiné. J'ai trouvé le cordon d'alimentation. Je l'ai branché sur le port accessoire 12 volts du véhicule sous le tableau de bord. La radio a cliqué. Une lumière rouge s'est allumée. Faible, mais allumée. J'ai d'abord essayé le canal 19, la fréquence standard des camionneurs utilisée sur la plupart des autoroutes américaines. Rien que de la statique et un lointain moteur diesel à des kilomètres de là. J'ai essayé le canal 9, le canal d'urgence désigné par la Commission fédérale des communications pour les radios CB. Statique. Puis une voix. Grésillante. Hachée, mais humaine. Toute unité sur le 9. Confirmez l'emplacement si vous avez besoin. J'ai appuyé sur le bouton de transmission. Ceci est un civil. Je suis enfermé dans un garage sur une propriété commerciale près de Durand Road dans le nord de Raleigh. J'ai besoin que quelqu'un appelle. La batterie s'est coupée. 10 secondes de courant, peut-être moins. La lumière rouge avait disparu. Je suis resté assis dans la cabine froide de ce camion et j'ai attendu. Et j'ai pensé à ma mère. Elle disait que la chose la plus difficile dans n'importe quelle entreprise n'était pas les finances ou la concurrence. C'était d'apprendre en qui on pouvait avoir une confiance absolue. La plupart des gens, disait-elle, sont bons. Mais quelques-uns ne le sont pas. Et les dangereux ne s'annoncent pas. Ils vous apportent du café et sourient en le faisant. Maman, ai-je pensé, tu as essayé de me mettre en garde contre tout le monde sauf la personne qui dormait à côté de moi. J'ai resserré la couverture et je me suis préparé pour la nuit. À un moment donné, vers 3 heures du matin, j'ai cessé d'être en colère et j'ai commencé à être stratégique. Ce passage de l'émotion au calcul a été la chose qui m'a sauvé. Pas la radio, pas la couverture, pas même l'appel qui est finalement arrivé. Ce qui m'a sauvé, c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter de frapper à la porte et de commencer à réfléchir à ce que Sandra prévoyait de faire ensuite. Parce qu'elle n'improvisait pas seulement, elle avait un calendrier. Je pouvais le sentir. Elle m'avait enfermé le soir du 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ce qui, avec le recul, était soit profondément ironique, soit profondément délibéré. L'entreprise Ward Bloom avait un renouvellement de bail à la fin du mois de février. Si elle pouvait présenter des documents de transfert signés au propriétaire et à la banque de l'entreprise, la First Citizens Bank sur Seafork Road à Raleigh, avant cette date de renouvellement, elle pourrait s'établir comme l'autorité exploitante avant que j'aie le temps de le contester. Les documents de renouvellement de bail nécessitaient la signature du propriétaire majoritaire. C'était moi, ou ce serait-elle si je signais? Elle avait besoin de ma signature, oui, mais elle avait aussi besoin que je sois suffisamment coopératif pour ne pas appeler immédiatement Gérald Tate et signaler ce qui s'était passé. C'est pourquoi le garage n'était pas un piège permanent. C'était une cocotte minute. Me mettre au froid, me faire peur, m'affaiblir suffisamment pour que signer ressemble à un soulagement. Elle me voulait docile, pas mort. Comprendre cela m'a calmé d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. Je n'étais pas en danger de mort. J'étais dans une négociation psychologique et je venais de décider que je n'allais pas la perdre. J'ai maintenu mon corps en mouvement. J'ai fait le tour du garage toutes les 20 minutes dans le noir, en comptant les pas, 22 pas le long du grand mur, 14 le long du petit. J'ai fait des fentes peu profondes contre l'établi pour éviter que mes jambes ne se raidissent. Je me suis parlé à voix haute, ce qui semble insensé, mais cela a empêché mon esprit de s'emballer.
J'ai raconté ce que j'allais faire quand la porte s'ouvrirait. Pas si, quand. Vers 5h30 du matin, j'ai entendu des pneus sur le gravier à l'extérieur. Je suis resté immobile. Une portière de voiture. Des pas sur le béton à l'extérieur du garage. Puis la voix de Sandra, plus proche qu'avant. Elle avait apparemment dormi dans sa voiture sur la propriété toute la nuit ou à proximité. « Benjamin, es-tu prêt à parler ?» Je me suis dirigé vers la porte lentement, délibérément. « Ouvre la porte, Sandra. »« Vas-tu signer ?» J'ai gardé ma voix égale. « Ouvre la porte et discutons correctement. Je ne peux pas penser clairement dans le froid. » Une pause. Puis, j'ai juste besoin d'une signature. C'est tout. Ensuite, nous rentrons à la maison. Nous prenons le petit déjeuner et nous allons de l'avant. Sandra, j'ai posé ma paume à plat contre la porte en métal. Je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu as fait. Pas à ce que tu veux, à ce que tu as fait. Il y a une différence. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis des pas qui s'éloignent. De retour à la voiture. Une porte qui se ferme. Elle n'était pas encore prête à l'ouvrir. Elle pensait que je m'adoucissais. Je temporisais. Parce que pendant que je faisais le tour du périmètre dans le noir, j'avais fait une découverte que je n'avais pas entièrement réalisée jusqu'à présent. L'établi le long du mur et avait, sous une couche de crasse et de vieux chiffons d'atelier, un panneau perforé monté au mur. Sur le panneau perforé, au milieu de clés rouillées et de crochets vides, se trouvait un seul objet, un morceau de papier carré plié en deux et coincé derrière une clé à douille suspendue. Il était là depuis assez longtemps pour avoir jauni sur les bords. C'était un avis de bail immobilier du locataire d'origine avec un numéro de téléphone dessus, estampillé 2019. Vieux de 5 ans, pas utile. Mais derrière, coincé entre le panneau perforé et le mur, il y avait quelque chose. C'était un sifflet d'urgence en plastique blanc sur un cordon, le genre que l'on met dans une trousse de premier secours. Modèle standard. Je l'avais dans ma main à 6h du matin. Debout sur l'établi, pressant mon visage aussi près que possible de la bouche d'aération murale près de la ligne de toit. La bouche d'aération donnait sur le côté nord de la propriété, face à une route de service qui passait derrière les terrains commerciaux sur Durand Road. À 6h45, je l'ai entendu. Des pneus et un moteur. Quelque chose de lourd. Un camion de livraison faisant sa tournée matinale sur une route commerciale. J'ai sifflé dans ce sifflet aussi fort que j'ai pu pendant 30 secondes. Le camion a ralenti. Je l'ai entendu. Le moteur passant d'un son de mouvement à un ralenti. J'ai sifflé à nouveau. Le camion s'est arrêté. Des portes. La voix d'un homme, bourru, prudente. « Bonjour, quelqu'un est là. » Dans le garage, ai-je crié, enfermé. « Appelez le 911, s'il vous plaît. Appelez le 911. » Sa voix à nouveau, se retirant légèrement. Il était au téléphone. « Oui, je suis sur Durand Road. Il y a un homme enfermé dans l'une de ses propriétés commerciales. On dirait qu'il est piégé. » Les pas de Sandra sont arrivés rapidement sur le gravier après cela. Je l'ai entendu parler à voix basse et rapide à quelqu'un au téléphone, je pense. Puis d'autres pas qui courent, une portière de voiture, un moteur qui démarre, des pneus qui crissent sur le gravier. Elle est partie. La police de Raleigh est arrivée à 7h14 le 15 février 2024. Un officier nommé sergent Daluchkin a retiré le cadenas avec des coupe-boulons de son véhicule de patrouille. Quand la porte s'est ouverte et que la lumière grise du matin est entrée, je suis resté là, dans ma veste de travail et cette vieille couverture de camion, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le jour où ma mère est morte. J'ai pleuré, non pas de soulagement, mais de rage. Parce qu'en me tenant dans cette embrasure de porte, respirant enfin de l'air frais, j'ai tout compris. Le sergent Hutchkin m'a fait asseoir à l'arrière de sa voiture de patrouille avec le chauffage allumé et a pris ma déposition. Je lui ai tout raconté. L'accord de gestion, la pression croissante, le téléphone volé, le cadenas prémédité, le fil coupé sur le clavier intérieur. La voix de Sandra à travers la porte me demandant de signer. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Monsieur Ward, ce n'est pas un différend domestique. Ce que vous décrivez est une séquestration. Je veux que vous vous arrêtiez sur cette phrase une seconde,
Parce que je pense que beaucoup de gens, en particulier les hommes, ne voient pas les choses de cette façon. Nous sommes conditionnés à croire que si une femme enferme un homme dans un garage, c'est une dispute conjugale qui a mal tourné. Nous ne sommes pas conditionnés à appeler cela ce que c'est légalement, un crime. Le sergent Hutchkin l'a fait sans hésitation. Les officiers ont localisé Sandra en moins de 2 heures. Elle s'était rendue chez une amie à Garner, à environ 15 miles au sud de Raleigh. Lorsqu'ils l'ont amenée pour interrogatoire, elle leur a dit que tout cela était un malentendu, que j'étais entré volontairement dans le garage, qu'elle pensait que j'étais toujours à l'intérieur quand elle est partie, qu'elle n'avait aucune idée que la porte s'était verrouillée. Ce qui aurait été plus convaincant si les coupe-boulons n'avaient pas retiré un cadenas, un Master Lock numéro 3 tout neuf, qui avait été installé sur un moraillon qui ne figurait pas sur le registre du bail de la propriété et qui n'était pas là lors de ma dernière vérification de la propriété 2 semaines plus tôt. Quelqu'un a acheté ce cadenas. Quelqu'un a installé ce moraillon. Quelqu'un a désactivé le clavier intérieur. Sandra a été libérée en attendant l'enquête. Elle a engagé un avocat pénaliste cet après-midi-là. J'ai passé la matinée du 15 février à l'hôpital WakeMed North sur Falls of Neuse Road à Raleigh. Hypothermie légère, déshydratation, jointure meurtrie à force de frapper la porte la première heure. Le médecin de garde n'arrêtait pas de m'appeler monsieur de la manière dont les gens l'utilisent quand ils sont inquiets, mais essaie de ne pas le montrer. Mon assistant immobilier, Doug Patterson, était à l'hôpital à 9 heures du matin. Il avait essayé de me joindre depuis 20h30 la veille au soir et avait apparemment passé en voiture devant le bureau et notre maison avant d'appeler la police de Raleigh à 6h58, ce qui signifie que son appel et celui du chauffeur-livreur ont atteint la répartition à quelques minutes d'intervalle. Doug a 31 ans, il est calme, d'une fiabilité à toute épreuve, et il est resté dans cette chambre d'hôpital sans rien dire pendant environ 90 secondes avant de réussir à articuler. Je savais que quelque chose n'allait pas quand vous n'avez pas répondu à l'alerte de propriété. Merci de les avoir appelés, ai-je dit. Il a hoché la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'y ai réfléchi. Appelle Rochelle Tatum chez Ward Bloom. Dis-lui de changer toutes les serrures et les codes d'accès aujourd'hui. Personne n'entre ou ne sort sans son autorisation directe. Doug avait déjà le téléphone à l'oreille avant que j'aie fini la phrase. Rochelle a répondu à la deuxième sonnerie. Quand Doug m'a passé le téléphone et que j'ai entendu sa voix, stable, pragmatique. La même voix qui dirigeait l'entrepôt de ma mère depuis 22 ans. J'ai presque réussi à sourire. Benjamin, un seul mot, chargé de tout. Salut, Rochelle. J'ai entendu. Doug m'a dit. Est-ce que tu vas bien? Je vais mieux qu'à 3 heures du matin. Un temps de silence. Elle s'en est prise à l'entreprise. Ce n'était pas une question. Oui. Je m'en doutais. Elle m'a appelé la semaine dernière pour me poser des questions sur le processus de renouvellement du bail. Elle a dit qu'elle demandait en ton nom. Je lui ai dit de te faire m'appeler toi-même. Elle avait appelé Rochelle. Sandra avait essayé de me contourner de toutes les directions. Gérald Tate, la banque, maintenant Rochelle. Change les codes, ai-je dit. Tous. Déjà fait, a dit Rochelle. Je les ai changés dès que Doug a appelé. 22 ans. Ma mère avait choisi ses collaborateurs avec soin. Elle m'en avait laissé de bons. Au cours des 2 semaines suivantes, le tableau qui s'est dessiné était pire que ce que j'avais imaginé dans ce garage. Gérald Tate a examiné le dossier de la succession à ma demande et a découvert que Sandra avait également fait une demande auprès de la First Citizens Bank en utilisant mon nom, s'informant sur le processus d'ajout d'un cosignataire avec autorité opérationnelle à un compte d'entreprise. La banque avait signalé l'appel comme incomplet et l'avait mal classé, mais il était là. Elle avait également, par l'intermédiaire d'un contact que je n'ai pas pu identifier immédiatement, trouvé un avocat immobilier à Durham qui avait rédigé un accord de transfert d'entreprise complet. Pas l'autorité de gestion de 5 ans qu'elle m'avait montré à la table de la cuisine, mais un document de transfert de propriété complet et permanent daté du 28 janvier 2024, 8 jours après la lecture du testament de ma mère. Le document était notarié et prêt. Il ne nécessitait que ma signature. Mon nom avait déjà été tapé dans la bonne police au bon endroit, comme s'ils avaient déjà répété ma signature. L'enquête de la police de Raleigh, assistée par une entreprise d'informatique légale, a retracé sa correspondance. Elle avait été en contact avec un investisseur immobilier nommé Kevin Pruitt, de Durham. Pas un fleuriste,
pas un acheteur de l'industrie florale, mais un investisseur en immobilier commercial avec un portefeuille de petites entreprises dans le triangle. Pruitt avait un intérêt dans le bail et le carnet de clients de Ward Bloom Supply. Il avait apparemment approché Sandra au sujet d'une acquisition possible en décembre 2023, avant la mort de ma mère. Avant sa mort. Certaines trahisons ne commencent pas après les funérailles. Elles commencent alors que vous êtes encore assis dans les salles d'attente des hôpitaux. Je vais laisser cela reposer un instant, car je pense que c'est important. Sandra n'était pas devenue opportuniste en apprenant l'héritage. Elle planifiait avec Pruitt alors que ma mère était encore en vie, misant sur un résultat qu'elle avait décidé inévitable. Elle ne faisait pas son deuil avec moi. Elle gérait un calendrier. Le matin du 29 février 2024, une année bissextile, il se trouve que je suis entré dans le bureau de Gérald Tate sur Glenwood Avenue et j'ai passé 2 heures à examiner ce que l'enquête avait produit. Gérald est un homme mesuré. Il utilise des mots comme préoccupant et est notable quand d'autres avocats utiliseraient des mots que je ne peux pas dire sur cette chaîne. Mais ce matin-là, il a regardé le calendrier que nous avions assemblé et a dit clairement, « Benjamin, votre femme a tenté de voler votre héritage. Et quand cela a échoué, elle a commis un crime. Je sais que vous avez besoin d'un avocat en droit de la famille en plus de Gérald et peut-être d'un avocat civil distinct pour les réclamations commerciales. Je le sais aussi. » Il a fait une pause. Comment allez-vous en dehors de cela? J'y ai réfléchi une seconde. Au garage, à la couverture, à ma mère disant que quelques personnes ne sont pas bonnes et que les dangereuses ne s'annoncent pas. Je suis lucide, ai-je dit. C'est le mieux que je puisse offrir pour le moment. J'ai engagé une avocate en droit de la famille nommée Patricia Audet qui exerçait dans un bureau sur Hillsborough Street à Raleigh. Elle avait 52 ans, était directe et avait le genre de calme qui vous donnait l'impression qu'elle avait géré des choses pires que votre situation avant 9 heures du matin et qu'elle en gérerait plusieurs autres avant le déjeuner. Elle a examiné l'enquête criminelle, les projets de documents de transfert, la demande de renseignements bancaires et la correspondance avec Kevin Pruitt, et elle m'a regardé et a dit « Voulez-vous essayer de sauver le mariage ?» Non. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle s'attendait à cette réponse. Alors assurons-nous que vous êtes protégés. Le 4 mars 2024, Sandra Ward a été formellement accusée de séquestration, de complot criminel en vue de commettre une fraude et d'usurpation d'identité frauduleuse. La dernière accusation découlait de son appel à la First Citizens Bank, utilisant mon nom pour se renseigner sur le compte. Son avocat a tenté de négocier la charge de séquestration en un délit mineur de fausse détention, arguant que Sandra n'avait pas eu l'intention de me mettre en danger et n'avait pas anticipé la température ou la durée de l'enfermement. Le procureur a refusé. Le cadenas prémédité, le clavier désactivé, les documents de transfert préparés. Ce n'étaient pas les actions d'une femme qui a paniqué. C'étaient les actions d'une femme qui a planifié. Je veux parler de quelque chose ici qui n'est pas assez discuté dans des histoires comme celle-ci. L'expérience d'être un homme victime d'une femme dans un contexte domestique d'une manière qui impliquait la contrainte physique et la coercition, puis de naviguer dans les systèmes juridiques et sociaux qui ont été construits principalement sans ce scénario à l'esprit. J'ai eu de la chance. Le sergent Hutchkin l'a traité comme ce que c'était dès la première minute. La procureure a fait son travail sans équivoque. Gérald Tate et Patricia Audet ont été minutieux et professionnels. L'équipe d'informatique légale a trouvé ce qu'elle devait trouver. Mais j'ai parlé à d'autres hommes dans les semaines qui ont suivi, par le biais de la communauté de soutien à laquelle mon avocat m'a connecté, qui avaient vécu quelque chose de similaire et s'étaient fait dire que c'était une dispute domestique, ou s'étaient fait rire au nez. Ou avaient été ignorés parce que la dynamique physique ne correspondait pas à l'image attendue. La supposition que les hommes ne peuvent pas être piégés, contraints ou victimes d'un conjoint n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse. Elle laisse de vraies personnes sans la protection juridique qui leur est due. La coercition ne nécessite pas de force physique. Elle nécessite du pouvoir, et le pouvoir dans un mariage peut provenir de nombreux endroits. Le contrôle financier, l'isolement social, la manipulation psychologique ou, dans mon cas, un plan prémédité et un cadenas acheté dans une quincaillerie. L'affaire me l'a appris, et je crois que cela vaut la peine de le dire à voix haute. L'implication de Kevin Pruitt est devenue l'affaire civile. Patricia Audet et Gérald Tate, travaillant ensemble, ont intenté une action civile devant la Cour supérieure du comté de Wake contre Sandra Ward et Kevin Pruitt pour complot en vue de frauder, ingérence intentionnelle dans un héritage et enrichissement sans cause. Le projet de document de transfert que l'avocat de Pruitt avait préparé, daté du 28 janvier,
alors que ma mère était morte depuis seulement 3 semaines, est devenue la pièce maîtresse de la plainte. L'équipe juridique de Pruitt a fait valoir qu'il n'avait rien fait d'inapproprié, qu'il avait simplement répondu à une demande commerciale de Sandra en tant que vendeuse potentielle. La faille dans cet argument était la date. Le testament de ma mère n'a même pas été déposé au tribunal avant le 25 janvier. Le document de transfert de Pruitt était daté du 28 janvier. Il avait agi dans les jours qui ont suivi la publication de la succession, ce qui signifiait que quelqu'un avait surveillé ce dépôt. Ce quelqu'un était Sandra, et Pruitt attendait l'appel. Pruitt a réglé la plainte civile en mai 2024, acceptant de payer une somme que je ne divulguerai pas, mais qui était significative, et un accord permanent de non-dénigrement et de non-sollicitation lui interdisant d'approcher tout client, employé ou fournisseur de Ward Bloom Supply à des fins commerciales. Il a également, comme condition du règlement, fourni une déclaration écrite complète détaillant les communications entre lui et Sandra de décembre 2023 à février 2024. Cette déclaration est devenue partie intégrante du dossier pénal. Elle a confirmé que Sandra avait approché Pruitt au début du mois de décembre, 2 mois avant la mort de ma mère, avec une proposition. Si Sandra pouvait obtenir l'autorité de contrôle sur Ward Bloom Supply, Pruitt lui verserait des honoraires d'intermédiaire et la garderait dans un rôle de consultante. Elle était allée chercher un acheteur avant même d'aller acheter des vêtements noirs à porter aux funérailles de ma mère. L'affaire pénale de Sandra s'est résolue en août 2024. Elle a accepté un accord de plaidoyer, 2 chefs d'accusation de crime, complot criminel et séquestration, réduit par rapport à l'acte d'accusation initial, en échange d'un plaidoyer de culpabilité et d'une peine négociée. Elle a reçu 36 mois de probation supervisée, un paiement de restitution de $15 000 à la succession pour les frais juridiques engagés pour défendre l'entreprise, et une ordonnance de protection civile permanente lui interdisant d'avoir tout contact avec les employés, clients ou fournisseurs de Ward Bloom Supply. Elle n'a purgé aucune peine de prison. Son avocat a plaidé, première infraction, pas de blessure physique, remords. Le bureau du procureur m'a demandé si je m'opposais au plaidoyer. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que l'envoyer en prison aurait prolongé l'enchevêtrement entre nous, et ce que je voulais plus que la punition, c'était la séparation. Net. Final. Documenté. Notre divorce a été finalisé en octobre 2024. La Caroline du Nord est un État à distribution équitable. L'entreprise Ward Bloom Supply, héritée uniquement de ma mère et jamais confondue avec les biens matrimoniaux, a été entièrement exclue du patrimoine matrimonial sur la base du droit des successions. Elle a reçu sa part de la maison sur Whittaker Mill Road, les économies conjointes et le véhicule détenu en commun. J'ai gardé tout ce que ma mère a construit. C'est ainsi que cela aurait toujours dû être. Ward Bloom Supply, à ce jour, février 2025, est intacte. Michelle Tatum est toujours la directrice des opérations. Elle a également accepté une participation de 5% au capital, ce que j'ai structuré avec Gérald Tate en novembre 2024. Elle a pleuré quand je le lui ai dit. Puis elle a dit, « Ta mère aurait fait ça il y a des années », ce qui était tout à fait exact et légèrement embarrassant. Nous avons agrandi l'unité de stockage frigorifique en janvier 2025, ajoutant de la capacité pour 2 catégories florales supplémentaires, les importations tropicales et les botaniques préservées de spécialités que ma mère avait voulu ajouter mais pour lesquelles elle n'avait pas eu le capital. La liste de clients a augmenté de 11 comptes au second semestre 2024, en partie parce que la stabilité de l'entreprise pendant les troubles juridiques a donné confiance aux vendeurs et aux fleuristes. Doug Patterson m'a rejoint en tant que liaison des opérations à temps partiel, coordonnant mon travail immobilier et le planning de Ward Bloom. Il n'a toujours pas dit plus que ce qui est nécessaire sur tout cela. C'est l'une des choses que j'apprécie le plus chez lui. J'ai vendu la maison sur Whittaker Mill Road en décembre 2024. Je vis maintenant dans une plus petite maison dans le quartier de Mordecai près du centre-ville de Raleigh, à 2 miles de l'ancien local commercial de ma mère sur Old Wake Forest Road. Certains matins, je passe devant l'entrepôt avant d'aller au bureau. Je n'entre pas toujours. Parfois, je m'assois simplement dans la voiture et je le regarde. Les lumières allumées, les camionnettes qui se chargent, le camion de Rochelle sur le parking. Et je pense à ce que ma mère a construit à 40 ans avec de mauvais genoux et un cahier à spirale. Elle m'a donné cela et je l'ai gardé. C'est toute l'histoire, à l'exception d'une dernière chose. Le garage de la propriété de Durand Road. J'ai contacté le propriétaire en mars 2024,
j'ai révélé ce qui s'était passé et je lui ai demandé s'il voulait me garder comme son agent inscripteur. Il l'a fait. La propriété a été vendue en septembre 2024 à un entrepreneur local en chauffage, ventilation et climatisation qui avait besoin de l'espace pour le stockage d'équipements. Avant qu'il ne prenne possession des lieux, je suis retourné dans ce garage une dernière fois. J'ai remis la couverture de travail dans la cabine du Ford F-150. J'ai retrouvé le combiné de la radio CB toujours sur son clip. Je ne sais pas si la batterie de ce camion est morte maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un rebranchera un jour ce vieux Cobra 29, mais je l'ai laissé exactement où il était parce que quelque part, à travers 10 secondes de courant et un canal d'urgence et un chauffeur-livreur nommé Terry, dont je n'ai jamais eu le nom de famille. Il a envoyé un signal dans le noir et quelqu'un a répondu. C'est ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. Quand vous êtes enfermé quelque part, dans le froid et seul, et convaincu que personne n'écoute, continuez à transmettre. Utilisez tout ce que vous avez. Une vieille radio, un sifflet en plastique, un seul nom en qui vous avez confiance. Vous n'avez pas besoin d'un signal complet. Vous avez besoin de 10 secondes, et de la bonne fréquence. Ma mère a bâti une entreprise à partir de 40 ans dans une ville où personne ne lui devait rien. Elle a réussi parce qu'elle a refusé d'arrêter quand il aurait été plus facile d'arrêter. Elle m'a laissé la même instruction, pas en mots, mais dans ce qu'elle a construit. Et quand Sandra a essayé de le prendre, j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je suis revenu.